Eh bien, dis-je, ces dispositions dont vous avez parlé et qui remplacent le gouvernement, pourriez-vous me les décrire? Voisin, dit-il, bien que nous ayons bien simplifié notre vie par rapport à ce qu'elle était autrefois, et que nous nous soyons débarrassés de beaucoup de ces conventions et de ces besoins factices qui avaient donné à nos ancêtres de si grands soucis, notre vie, cependant, demeure trop complexe pour que je puisse vous exposer en détail et verbalement comment nous l'avons organisée. Tout cela, il vous faudra le découvrir vous-même, en vivant parmi nous. Il m'est plus facile en réalité de vous dire ce que nous nous abstenons de faire que ce que nous faisons positivement. Eh bien donc, dis-je, voici ce que l'on peut en dire, répondit-il. Voilà 150 ans, au bas mot, que la vie est plus ou moins pour nous ce qu'elle est aujourd'hui, qu'une tradition ou qu'un mode de vie se sont imposés à nos habitudes, et ce mode de vie est devenu pour nous l'habitude d'agir, en définitive, pour le mieux. Il nous est facile de vivre sans nous voler les uns les autres. Il nous serait possible de nous battre et de nous voler, mais cela nous donnerait plus de mal que de nous en abstenir. C'est là, en raccourci, la base de notre vie et de notre bonheur. Tandis qu'autrefois, dis-je, on avait beaucoup de mal à vivre sans se battre ni voler. C'est là ce que vous voulez dire, n'est-ce pas, en me montrant le côté négatif de vos avantages? Oui, dit-il. C'était si difficile que ceux-là qui se comportaient habituellement en hommes justes envers leurs voisins étaient portés au nu comme saints et comme héros, et qu'on les regardait avec la plus grande vénération. De leur vivant, dis-je? Non, après leur mort. Mais à présent, repris-je, vous n'allez pas me dire que personne ne transgresse cette règle de bon voisinage? Évidemment non, dit Hammond. Mais lorsque ces transgressions se produisent, tout le monde, y compris le transgresseur, les reconnaît pour ce qu'elles sont. L'erreur d'un ami, non pas l'habituelle façon d'agir d'un être réduit à devenir l'ennemi de la société. Je comprends, répondis-je. Vous voulez dire que vous n'avez pas chez vous de classe criminelle? Comment en aurions-nous, dit-il, attendu que nous n'avons pas de classe riche pour faire naître, par l'injustice de l'État, des ennemis de l'État? J'avais cru comprendre, dis-je, d'après quelque chose que vous avez mentionné il n'y a pas longtemps, que vous aviez aboli la législation civile. Est-ce littéralement exact? Elle s'est abolie d'elle-même, mon ami, dit-il. Comme je vous l'ai déjà dit, on maintenait les tribunaux civils pour défendre la propriété privée, car personne n'a jamais prétendu qu'on pût, par la force brutale, obliger les gens à pratiquer entre eux la justice. Or donc, la propriété privée abolie, toutes les lois et tous les faits qualifiés de crimes et délits qu'elles avaient inventés disparurent tout naturellement. Il fallut dès lors traduire le commandement « Tu ne voleras point par celui-ci ». Tu travailleras pour mener une vie heureuse. Est-il besoin de la violence pour faire respecter ce commandement? Eh bien, donc, dis-je, cette chose entendue, et donc je conviens, mais que dire des actes de violence? Leur existence, et vous admettez qu'il en existe, ne nécessitera-t-elle pas une législation criminelle? Au sens que vous donnez à ce terme, dit-il, nous n'avons pas non plus de législation criminelle. Considérons de plus près le problème et voyons d'où proviennent les actes de violence. Parmi ceux-ci, les plus nombreux de beaucoup étaient jadis l'effet des lois sur la propriété privée qui ne permettaient qu'à quelques privilégiés la satisfaction de leurs désirs naturels et de la coercition évidente et généralisée qui résultait de ces lois. Toutes ces causes de violence-là ont disparu. Et de plus, un grand nombre d'actes de violence provenaient de la perversion artificielle des passions sexuelles, laquelle engendrait une jalousie dévorante et d'autres misères du même ordre. Or, si vous les examinez de près, vous découvrirez que ce qu'il y avait à leur origine, c'était principalement l'idée qu'avait inventée la loi que la femme était la propriété de l'homme, que ce fût le mari, le père, le frère ou n'importe qui. Cette idée-là a disparu naturellement, en même temps que la propriété individuelle, ainsi que certaines sottises touchant le déshonneur des femmes qui avaient obéi à leurs instincts naturels en dehors des voies légalement admises, lesquelles n'étaient bien entendu qu'une convention découlant des lois sur la propriété privée. Une autre cause analogue des actes de violence était la tyrannie qu'exerçait la famille et qui fournit dans le passé le sujet de tant de contes et de romans, conséquence elle aussi de la propriété privée.
Bien entendu, tout cela a disparu, la famille n'étant plus qu'aujourd'hui maintenue par la contrainte légale ou sociale, mais par la sympathie et l'affection mutuelle de ses membres, dont chacun reste libre d'aller et venir à sa guise. De plus, notre standard de l'honneur et de la considération a bien changé. Le succès qui consiste à rouler son prochain a cessé d'ouvrir le chemin de la gloire, pour toujours, espérons-le. Chacun a la liberté d'exercer au maximum son talent particulier, et tout le monde l'y encourage. Nous avons ainsi éliminé le visage renfrogné de l'envie, que les poètes, non sans raison, assurément, ne séparaient point de la haine. C'était là l'origine de bien des malheurs et de bien des ressentiments, lesquels, chez des êtres passionnés, c'est-à-dire de tempérament énergique et actif, aboutissaient souvent à des violences.